Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre Voyageurs animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 5 avril 2021. T'es allé, journée de congé aujourd'hui. Nous nous sommes baladés sur la rue Saint-Laurent, Fabienne et moi. Et ça a été très agréable, il faisait beau, une belle journée. Pensais ouvrir et puis ce matin, on a eu l'impulsion de ne pas ouvrir. On a fait la librairie buissonnière. Alors aujourd'hui, je vous parle de Illutriation de Jean-Paul Martineau, livre que j'ai acheté dans une librairie anarchiste, que je fréquente épisodiquement. Mais la dernière fois, ce qui m'a frappé lors de cette visite, c'est qu'il n'y avait pas de livre sur le Front de libération du Québec. Et les historiens des mouvements révolutionnaires canadiens jugent que ça a été le seul véritable mouvement révolutionnaire au 20e siècle. Alors tout le monde est représenté, tous les groupes, les sous-groupes, les peuples autochtones, les révoltes des peuples afro-américains, euh, le féminisme, le néo-féminisme, mais le mouvement révolutionnaire indépendantiste, ça n'existe pas. Il y a des points aveugles comme ça, hein. Évidemment. Et ce qui m'a frappé aussi dans cette librairie, c'est que aucun ouvrage de George Orwell. Pourtant, jadis, on en trouvait des ouvrages de George Orwell dans cette librairie. Est-ce que est-ce que c'est parce que George Orwell a été repris par, par certains conservateurs? C'est ça qui est intéressant à observer. Foucault, par exemple. Aucun Foucault non plus. Mais Foucault est devenu un penseur très important pour les libertariens américains. Son individualisme forcené en fait une figure de proue importante. Alors, il y a des glissements comme ça, il y a des auteurs qu'on juge très à gauche, et puis, par le biais des mouvements historiques, ils se retrouvent bien souvent dans le pôle opposé, à la droite. Alors, quelqu'un qui aurait à gérer un fonds de commerce idéologique, quel qu'il soit, eh bien, doit être assez sensible à ces mouvements qui ont l'air ténus, mais qui sont très, très, très révélateurs. Et dans une vie d'homme, et à l'échelle de l'histoire, une vie d'homme, c'est rien du tout, eh bien, un même homme peut passer dans sa jeunesse à l'extrême gauche et rendu à la maturité, eh bien, au centre, et puis parfois même après ça, carrément à la droite. Et les situations existentielles changent, hein. Jeune étudiant, désargenté, avec des idéaux, eh bien, premier achat de maison, premier enfant, première voiture. Et là, tout à coup, existentiellement, euh, ce qu'on croyait juste, eh bien, le curseur peu à peu change. A de la difficulté, autrement dit, de la difficulté, autrement dit, de rester fidèle à ses convictions. Personne ne s'étonne que les gens changent d'idée, mais faudrait réfléchir à ça. Je pense, vous voyez à l'arrière, ah non, je pense qu'il a compris que la librairie est fermée. Alors, quant à... Et je faisais part de cette remarque à Fabienne, que j'étais un peu étonné de l'absence totale du seul mouvement révolutionnaire d'envergure qu'on ait eu au Canada, et avec une vraie répression aussi policière, hein. 500 personnes arrêtées qui sont restées incarcérées plusieurs semaines sans avoir droit à aucun procès, la loi des mesures de garde, des choses. Bon, on pourra juger que ce sont là des choses qui datent, mais aucune trace. Aucune trace, aucune trace, aucune trace. C'est sûr, c'est le point aveugle de ça. Et puis,
Mais pour ma part, je pense que... Ah oui, c'est ça, Fabienne, je lui faisais part de cette observation-là, et Fabienne me disait, ouais, c'était la seule vraie menace que le Canada a connue, au fond. C'était le mouvement indépendantiste. La seule vraie menace dans les 50 dernières années du Canada jusqu'au dernier référendum, ça a été la seule vraie menace. Bon, évidemment, il y a les très, très justes revendications des divers peuples autochtones sur le territoire canadien. Mais encore là, c'est compliqué. La loi sur les Indiens, qui est une loi d'apartheid, a créé une sorte de schizophrénie au sein des nations autochtones, où il y a des Indiens reconnus, il y a des Indiens non reconnus, et les conseils de bande, ils ne sont pas fédérés entre eux, et les différences, il y a 11 groupes autochtones au Canada, et les différences, sont majeures entre les divers groupes autochtones. Alors de fédérer, et les revendications aussi sont différentes. Et alors donc, mais la menace indépendantiste, et puis au sein même du mouvement indépendantiste, il y avait des libertaires, il y avait des socialistes aussi. Il y avait même des anarchistes. Oui, parce que on peut vouloir, je sais bien, la base première d'un anarchiste, c'est que bien, il n'y a pas d'État. Mais toutes les guerres d'indépendance, les guerres d'indépendance, c'est des guerres où des peuples ont voulu se soustraire à la mainmise d'un autre État sur eux, sur la population. Alors forcément, je dirais, pour pouvoir faire, advenir quelque chose, il faut quand même se débarrasser de l'oppresseur. Alors, toutes les études, euh, toutes les études de la décolonisation sont extrêmement importantes. Alors, je dirais le seul auteur, en tout cas de ce que j'observe, qui n'est pas récupéré. Bon, je vous donne l'exemple de Foucault, qui lui est récupéré par les libertariens. Orwell, qui est récupéré par les conservateurs. Un qui semble absolument irrécupérable, pour l'instant du moins, et je ne sais pas comment on va réussir à faire ça, c'est Sartre. Tandis que Sartre, dans certaines facultés américaines, la branche études décoloniales, eh bien, est étudiée. Alors voilà, Sartre est vu comme ayant euh, défendu les indépendances africaines, les indépendances, l'indépendance algérienne, ça on le sait, mais qui a vraiment voulu débarrasser la France de son statut d'État colonial. Et là-dessus, il a été parfaitement intraitable, tant et si bien que il est une figure importante des études de la décolonisation. Alors, ça rend sa récupération, disons, par une certaine droite ou certains nostalgiques de l'empire colonial, ça rend sa récupération assez problématique. Et alors voilà. Mais bref, on réfléchit quand même, parce que c'est toujours intéressant. J'aime aller là, donc c'était mon petit bémol. Ça doit être compliqué d'observer tous ces mouvements qui, dans une vie, eh bien, surviennent. Et, mais, normalement, devrait avoir une section. Mais là, évidemment, l'Empire colonial canadien, c'est aussi ça qu'on subit avec un certain type de pensée. On se fait la seule révolution qui nous était possible au Québec, c'était évidemment celle de l'indépendance. Alors nous aurons ni l'indépendance, ni même non plus, il ne faut pas se faire d'illusions, le marxisme culturel ne fonctionnera pas non plus. Alors, il va y avoir un retour de balancier. Déjà, ça se met en place. Et même les alliés d'il y a à peine 9 ans, hein, concernant le printemps québécois, par exemple, aujourd'hui, on ne pourrait pas fédérer ces gens-là. Déjà, le petit moment de masse en fusion, hein,
eh bien, n'a duré que le temps, n'a duré que le printemps. Alors oui, Jean-Paul Martineau, je vous lis des passages de tout simplement de Grace Hu, qui a été sa compagne, sa dernière compagne, qui était Jean-Paul Martineau. En avril 1972, je flânais chez un bouquiniste dans Dockworth Street, à Saint John, à Terre-Neuve, et il était là derrière le comptoir. Nous avons engagé la conversation, qui n'était pas encore terminée, lorsqu'il est mort 24 ans plus tard. Ses seuls biens tenaient dans un sac de voyage, des vêtements d'occasion, une robe de moine tibétain tissée main, une lampe votive bouddhiste, un fragment de tissu inca, le livre des morts égyptien, l'Éda poétique et une traduction en langue anglaise d'Aniria, un poème de science-fiction du Suédois Harry Martinson à propos d'un vaisseau spatial fonçant à toute allure dans l'espace interstellaire, loin de la Terre rendue inhabitable. Il avait aussi des copies de ses propres poèmes, Osmonde, publié aux éditions Herta, Objet de la nuit, Surrealus. J'avais rencontré tant de gens se prétendant poètes, mais lui, il était vraiment allé au Népal. Il avait l'air d'un hippie, mais il refusait de fumer des pétards. Il avait toujours une tasse de thé à la main et une cigarette aux lèvres. Il venait de Vancouver, mais il parlait avec un accent français. Il était une énigme vivante. Il m'a dit qu'il partait en Europe et je suis parti avec lui. Ou était-ce lui qui était parti avec moi? Il n'y avait pas de vol depuis l'aéroport de Saint John quand je suis parti pour Ottawa, où habitaient mes parents. Il lança son sac de voyage dans ma coccinelle Volkswagen, le fruit de mon année de professorat dans un coin perdu de Terre-Neuve. Après avoir dépassé l'île d'Orléans en face de Québec, nous avons débarqué à l'improviste chez un ami qu'il n'avait pas revu depuis 15 ans, un artiste aux cheveux grisonnants. De Lac-Saint-Jean et sa jeune femme enceinte jusqu'aux yeux. D'autres personnes sont arrivées avec des bières, des souvenirs et le frisson du succès. Devine qui est au gouvernement maintenant. Avec mon français de lycée, j'avais du mal à suivre la conversation. Soudain, le ton monta et nous nous sommes retrouvés dehors avec un Martineau ivre et vociférant à l'encontre des passants. Bande d'idiots, vous ne voulez pas apprendre l'anglais et vous ne parlez même pas français. Je l'ai amené boire un café pour des saoulés. Il fut mal poli avec la serveuse. J'aurais voulu le faire sortir de la province le plus vite possible, tout ça pour découvrir le Québec. Je ne l'ai jamais revu se conduire si mal. 2 jours plus tard, on est allé voir Sacco and Vanzetti en version française. Il a pleuré. Qui était-il? Je ne l'ai jamais revu pleurer, sauf une fois, plusieurs années après l'annonce de la catastrophe minière de Westray en Nouvelle-Écosse, un traumatisme datant de son enfance. Alors voilà, là il se retrouve en Europe, il se retrouve en Turquie, et il se retrouve à Perpignan. Se retrouve en Chine. Ma compréhension du français n'était pas assez bonne pour pénétrer la complexité du langage de ses premiers écrits. J'y avais à peine prêté attention lorsqu'il était vivant, mais après son décès, je les ai relus et relus avec plus d'intérêt. La rose funéraire a purifié l'air. Tout faisait sens avec son dossier médical. L'ombre en trou. Rien de surréaliste là-dedans. Rien d'un adolescent râleur.
juste une transposition directe d'une torture médicale pratiquée comme rarement, mais niée par le Canada et dont il fut marqué à vie. On exécute un poète soulevé contre l'uniformité. L'exécuteur lui fait avaler une capsule, un explosif à retardement, éventré par le génie d'un sadique inventif. Et pourtant, il écrivait quelquefois sur des choses avant qu'elles ne lui arrivent, à travers des images et des détails mystérieusement concrets. Le miroir sort de la nuit, nourrir le cactus puis l'épouse. Il coule son corps blessé, grenu, dans l'iode bouillant des sables. Le nomade idyllique repose. Il murmure à la face des soleils. Comment pouvait-il, alors qu'il n'avait qu'une vingtaine d'années, avoir une image si claire et si détaillée de ces derniers jours? Du cactus qui se mit soudainement à pousser lorsque je le mis près d'une fenêtre à côté d'un miroir, et j'étais étonné de la façon dont ces 2 pouces se mirent à ressembler à 2 silhouettes similaires que leurs épines tenaient à distance l'une de l'autre, ou alors les taches du cancer brûlant ses poumons. Pourquoi a-t-il écrit « Jeunesse d'une terre neuve » dans une boîte à chapeau, avant même qu'il ne soit allé à Newfoundland et qu'il m'y rencontre dans ce chapeau? Un sage mystique est passé par nous. Grace ou Vancouver 2015. Alors voilà, le livre est très beau. Alors comme je vous disais, je vais vous montrer le petit remerciement. Tenez. Je ne sais pas si on le voit bien. Alors, on me remercie d'avoir servi d'intercesseur entre les instigateurs de ce beau livre, Illutriation, qu'on peut retrouver à cette librairie anarchiste sise sur la rue Saint-Laurent. Alors, c'est tout pour ce soir. C'est court. Elle est courte. Elle est courte. Ça fait... Ouais, elle est courte, mais je peux vous dire que la façon dont les choses se déroulent au Québec, eh bien, nous allons être confinés sans doute d'ici 2 semaines maximum. Alors, et on va y être sans doute tout le mois de mai. On va peut-être rouvrir au mois de juin. Alors, faites le calcul. Je suis avec vous pour au moins, c'est pas une promesse, c'est une menace, pour au moins les 2 prochains mois. À moins que nous prenions la clé des champs. Mais la clé des champs, ça va devenir compliqué également. Alors, mais je m'attends à ce que la librairie soit fermée maximum le 20 avril. Alors, et c'est inquiétant aussi parce que on finit par avoir peur de à la fois la fermeture de notre boutique et à la fois de choper ce virus-là. Et les petits commerçants tels que nous, nous tirons plutôt correctement notre épingle du jeu, mais nous avons été fermés 3 mois et demi dans la dernière année. Alors, il y a eu des aides gouvernementales, mais qui ne représentent qu'un petit pourcentage de notre chiffre d'affaires. Alors oui, on ne nous laisse pas tomber, mais on participe à l'effort pandémique, je dirais. Et là, en nous laissant ouverts, c'est ça qui est le paradoxe, c'est qu'en nous laissant ouverts dans des conditions économiques de plus en plus difficiles, alors nous travaillons pour, enfin, dans notre cas, nous, ça va bien, mais beaucoup travaillent pour moins de sous, tout en prenant plus de risques. Alors, ça devient compliqué, ça deviendrait très, très compliqué. Évidemment, si on compare notre condition à celle des restaurateurs, qui, eux, sont fermés depuis le mois d'octobre, mais ils avaient été fermés
avril, mai, juin, ils ont été ouverts pendant une courte période cet été, et dans une atmosphère, qu'il faut quand même bien le dire, qui était plutôt pénible. Hein? Les employés masqués, la distance et beaucoup de restaurateurs avec l'exigence des gestes barrières, eh bien, travaillaient à perte, travaillaient uniquement pour payer le loyer. Alors, certains d'entre eux ont été véritablement soulagés euh, quand le gouvernement a mis fin à leurs activités et qu'ils ont été dédommagés. Mais alors là, il y a toute une catégorie euh, qui sont devenus, en fin de compte, des commerces un peu zombies, à l'instar du sport professionnel qui est en voie de zombification accélérée. Vu aujourd'hui, ils sont rendus à presque 20 joueurs là, des Canucks de Vancouver. Et la rumeur veut comme aussi, regardez bien la logique, comme ils ne sont pas en voie de faire les séries éliminatoires et les revenus sont, même s'il n'y a pas de spectateurs dans les arénas, les revenus, ce sont des revenus de télédiffusion. Alors, comme ils sont sur le point, en tout cas, ça semble être plié, de ne pas faire les séries éliminatoires, donc de ne pas avoir de revenus de télévision, alors les dirigeants des Canucks et ceux de la Ligue nationale songent à tout simplement annuler la saison des Canucks. Bon, ce qui faisait dire à Fabienne aussi, ils sont tous malades, ils ne peuvent pas jouer. Bon, c'est vrai. Mais il avait établi aussi ce qu'il appelle le taxi squad, c'est-à-dire une équipe d'escouade volante de joueurs présélectionnés, prêts à remplacer les joueurs qui auraient été mis KO par le virus. Alors, mais même là, après 20 joueurs qui sont qui sont sur le carreau, eh ben, c'est sûr que l'équipe de relève ne peut pas combler les effectifs. Alors, c'est entendu. Mais voyez un peu, là, on va annuler leur saison parce qu'ils ne feront pas assez de sous. Alors, toute cette logique-là, ce mix de logique à la fois économique, de rentabilité, et de logique sanitaire, ça forme un remugle assez inquiétant. Et je pense qu'on a là peut-être un aperçu de ce que va nous offrir le capitalisme sanitaire. Alors, vous voyez, déjà, bon, hier soir, j'ai évoqué le capitalisme zombie, mais je pense que le capitalisme sanitaire, c'est mieux encore. C'est plus... je pense que c'est plus efficace comme terminologie. Alors, c'est amusant hein, de voir les gens qui regardent la vitrine. Très, très belle vitrine. On a les œuvres complètes de Victor Hugo dans une très belle édition. Les œuvres complètes de Colette dans une très belle édition. Et la Bible de Jérusalem illustrée dans une très belle édition. Et voilà. C'est tout. Et à demain pour la suite. Oui, demain, on reprend nos activités. Et là aussi, dernier point, bon, je sais bien que c'est pas quelque chose qui va peut-être vraiment vous intéresser, mais bon, c'est que puisque Fabienne travaille avec moi maintenant, alors on réfléchit à un horaire fragmenté, et là, moi, je me dis 3 heures de lecture, 3 heures d'écriture, 1 heure pour préparer les vidéos, 7 heures de travail de plaisir, et 5-6 heures de travail de librairie. Alors, à 12-13 heures de travail par jour, je devrais pouvoir, dans les 10 prochaines années, c'est ça le projet, atteindre certains objectifs qui me tiennent vraiment, vraiment, vraiment à cœur. Alors, j'ai entrepris cette décennie 2021 en ayant des projets pour les 10 prochaines années. Alors, c'est à partir du moment où on ne peut plus faire des projets. Puis 10 années, ça reste quand même pas tant que ça, mais on dispose d'assez de jeux pour pouvoir réaliser un certain nombre de choses. Et voilà. Alors, je peux vous confier ceci,
j'ai des projets pour les 10 prochaines années. Mais je vous dis pas que je vais être là à faire une vidéo par jour pour les 10 prochaines années, mais la tendance que je sois là dans un mois, dans 2, à chaque jour, eh bien, à moins que je tombe malade. Eh bien là, si vous me voyez plus apparaître, c'est que je suis tombé malade. Alors, si vous ne me voyez pas apparaître pendant 2, 3, 4 jours, dites-vous, il est tombé malade, notre libraire. Ouais. C'est ça aussi qui est un peu paniquant parce que on se fait quand même exposer. Alors oui, on prend les mesures sanitaires, les gestes barrières, les produits antiseptiques, le masque, les masques, on garde nos distances et tout ça. Mais les divers variants qui commencent à se faufiler un peu partout semblent assez virulents. Assez virulents. Et puis, il y a une lassitude qui s'installe au sein de la population. Par contre, ceux qui ont accepté la réalité et qui l'ont accepté avec une sorte de fatalisme, avec une sorte de résignation, ce qui est mon cas, semble-t-il s'en sortent mieux que les autres. Et c'est important de savoir rouler avec les coups, c'est important de pouvoir absorber les épreuves. Jusqu'à date, ce ne sont pas là, ce n'est pas la Deuxième Guerre mondiale, hein, attendons-nous. Hein. Même si la Deuxième Guerre mondiale est revenue souvent ces dernières semaines dans mes vidéos, c'est à cause, en étant en cause, la littérature obsidionale. Voilà, la littérature de siège. Je continue de prétendre que ce couvre-feu va engendrer des choses, parce que on voit autour de nous des gens qui perdent pied. Bon, c'est pas notre cas, fort heureusement, mais autour de nous, on voit des gens qui commencent à perdre pied. Mais je présume que les lecteurs aguerris ont cette capacité de mise à distance devant les événements. Et on a cette possibilité, quand on relit Tolstoï, par exemple, d'assister au siège de Moscou face aux armées napoléoniennes. Alors on peut revivre, grâce à l'imagination, des situations absolument incroyables qui finissent tout de même par... Mais je pense que nous étions empathiques. J'ai peine à croire que la lecture rende quelqu'un plus empathique. Je pense que les gens qui sont naturellement empathiques, peut-être se dirigent vers des activités de lecture. Je ne crois pas qu'on peut s'instrumentaliser comme ça la littérature pour leur dire oui, c'est un bon outil pour développer l'empathie, par exemple. Je pense que c'est au contraire peut-être que les gens empathiques, ayant peut-être certaines difficultés à trouver autour d'eux, dans la société dans laquelle nous sommes, des êtres aussi empathiques, peut-être ont besoin de ces vitamines d'empathie que sont les livres. Peut-être. Alors voilà, des vitamines d'empathie, le capitalisme sanitaire. On continue d'user de formules. Bon. Allez, c'est tout. Merci et bonne nuit.